Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, nous sommes à Bruxelles, jour J. C'est aujourd'hui le 23 avril 2016 que Noël Tchani, futur candidat à président de la République démocratique du Congo, il va présenter son livre « La force du changement ». Nous sommes là, c'est dans quelques instants, soyez connectés, restez branchés. Nous allons suivre avec vous. Des gens viennent de partout. On a vu des gens venir des États-Unis d'Amérique, des Congolais viennent de Londres, de Paris, de partout. Et nous sommes là, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. À suivre, à bientôt. Merci. Merci d'être là aussi nombreux, donc ce samedi, sachant que tout le monde a des activités le week-end en famille ou autre, et vous avez pris la peine d'être là. C'est un véritable engagement citoyen, parce que nous sommes tous préoccupés par l'avenir de la République démocratique du Congo, notre pays, et puis aussi ceux qui connaissent le Congo, les amis du Congo, sont aussi là avec nous. Alors aujourd'hui on est réunis pourquoi? On est réunis à l'initiative du groupe Épiphanie, qui nous rassemble ici et qui a pour invité de marque le docteur Noël Tchani, qui va nous présenter sa vision de la société congolaise, son plan pour la reconstruction et la renaissance du pays. C'est quelque chose, je pense, de courageux et d'intéressant de sa part, et de la part aussi, je pense, de tous ceux qui s'intéressent au présent et à l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc on l'écoutera avec attention, et ensuite il y aura une séance de questions-réponses et vous pourrez poser toutes les questions, faire toutes les critiques, parce que je crois que c'est à quoi que cela sert essentiellement, c'est-à-dire un Congolais, un fils du Congo a réfléchi, a fait un diagnostic, a dressé les défis et a établi aussi un plan d'action, et il soumet ça à notre réflexion. C'est à nous, à partir de là, à se faire aussi une idée claire, pour le choix qu'on fera, bien sûr, on espère tous, en 2016, c'est-à-dire le choix du prochain président de la République. Alors, pour commencer notre journée, notre demi-journée en tout cas, ici je vais d'abord appeler M. l'abbé Mwaka, qui est donc le président du groupe Épiphanie, pour le mot d'accueil. Monsieur l'abbé, vous êtes... Distingués invités, en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais, chers amis du Congo. C'est au nom du groupe Épiphanie et du comité organisateur de la conférence de Bar de cet après-midi que j'ai l'insigne honneur, d'une part, de vous exprimer notre gratitude pour votre présence si nombreuse et d'autre part, de vous souhaiter une cordiale bienvenue. À tout Seigneur, tout honneur, en votre nom et à mon nom personnel, je salue avec reconnaissance M. Noël Tchani pour sa précieuse contribution au débat des projets de société en vue d'un avenir nouveau pour la population congolaise, pour le Congo lui-même et pour ses nombreux partenaires. Chers compatriotes, il n'est point normal ni sérieux qu'à l'approche de chaque échéance électorale, tout ressemble à une atmosphère de fin de partie, de cul-de-sac, de terminus, où aucun espoir de mobilité ascendante n'est permis. Tout paraît être voué à l'instabilité, à la dégradation, à l'inertie d'une nouvelle personne. Par-delà les clivages de tout genre, que de structures et surtout d'une nouvelle vision créant des conditions d'un avenir paisible, prospère et solidaire. Pour ma part, je souhaite que le plan Marshall du Dr Tchani, encore à découvrir, aide toutes les forces vives acquises au changement à poursuivre le débat sur des propositions pour un nouveau départ
dans notre pays. Et comme le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves, partageons aujourd'hui celui de M. Tchani et pourquoi pas, travaillons avec lui pour que ce projet soit clairement compris par les populations congolaises au sens large afin de mieux le réaliser. Agréable après-midi à tous et à toutes. Congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps coupé, et pour de bons, prenons les plus belles élans dans la paix, nous regardons par le labeur. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, ton salut, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, nous sommes jour sacré de l'immortel, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. J'ai oublié de le faire au début. Je m'appelle Eric Nindou, je suis congolais, je suis le directeur de l'information de Vox Africa TV, qui est une chaîne panafricaine basée à Londres, mais diffusée par satellite et internet en Europe, en Afrique et aux États-Unis, dont le but est justement d'essayer de donner une nouvelle image de l'Afrique, une image positive. Et je dis ça pourquoi? Parce que de par mon expérience qui m'a fait visiter à peu près 25 pays africains, je vois que la situation de mon pays, le Congo, est une situation malheureusement dramatique. L'Afrique est multiple, l'Afrique est diverse, et dans cette Afrique de 2016, le Congo, malheureusement, n'est pas dans une bonne place, n'est pas, un pays en bonne santé. Et donc, nous tous, Congolais, nous devons prendre conscience de ça. Chacun à notre niveau, nous n'avons pas tous l'ambition de devenir président ou présidente de la République, mais nous devons tous, à notre niveau, pouvoir nous engager. Moi, déjà en tant que média, et je vois ici tous mes grands frères qui sont là, justement, qui ont commencé ce travail de conscientisation de la presse, être présents, et vraiment je les en remercie, parce que le discours du Dr Tchani, le discours des autres candidats à la présidence, ou des autres hommes politiques qui s'engagent, ou même personnes de la société civile, doit être relayé, doit être critiqué, et c'est le travail des médias de faire ça. Nous sommes les médiateurs entre les leaders d'opinion, les leaders de la société et la société en tant que telle. Voilà, alors le docteur Noël Tchani, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ça m'étonnerait, je pense que tout le monde ici le connaît très bien, mais je vais résumer. Donc, c'est quelqu'un qui a un parcours dense et un parcours très riche. C'est un haut fonctionnaire international qui travaille donc pour la Banque mondiale depuis 1992, c'est-à-dire bientôt 25 ans. Il a occupé de très hautes responsabilités au sein de cette institution, notamment en tant que chef de mission en charge du secteur financier et du secteur privé, et puis aussi comme directeur résident de la Banque mondiale dans plusieurs pays d'Afrique. Par exemple, il a participé à l'assainissement des finances et à la restructuration de la dette au Sénégal, ce qui fait que, par exemple, le président Abdou Diouf, donc ex-président d'exercice de la francophonie, et ancien bien sûr président du Sénégal, a préfacé son livre, et il le remercie d'ailleurs du travail que le docteur Tchani avait accompli à l'époque avec les équipes de la Banque mondiale pour la restructuration de la dette du Sénégal. Donc il a cette réputation d'avoir fait un travail important et un travail reconnu par ses pairs. Il a aussi travaillé aux États-Unis, dans le secteur privé, notamment à la Citibank et à JP Morgan Chase, des grandes banques américaines, et dans d'autres lieux aussi. Il a aussi été expert, parce que certains pourront dire « oui, mais il n'a aucune expérience du Congo ». C'est quelqu'un comme tous ces intellectuels qu'on connaît, bardés de diplômes,
qui vivent à l'étranger mais qui ne connaissent pas le terrain. Non, il connaît le terrain parce qu'il a sillonné le Congo, il continuera, je pense, à le faire encore, vu ses ambitions, mais il a aussi, par exemple, travaillé au Congo, notamment à la City, dans d'autres occasions aussi, mais il a aussi été coprésident en tant qu'expert de la commission de la réforme monétaire qui a conduit à la conception du franc congolais en 1997. Donc il sait de quoi il parle quand il parle de créer une monnaie forte et une monnaie, je veux dire, qui soit vraiment à la hauteur des ambitions économiques de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, concernant ses diplômes, je ne vais pas ici vous faire toute la liste, sinon on y passerait encore beaucoup de minutes, mais quelques-uns. Il est gradué de la Business School de Harvard, aux États-Unis. Vous connaissez tous le prestige de cette université. Il est docteur en sciences économiques de l'université Paris-9 Il a un MBA, un Master in Business Administration d'Adelphi Université à New York. Il est aussi maître en économie de l'université, une maîtrise en économie de l'université de Liège. Donc il a cette expérience internationale à la fois européenne, africaine et aussi anglo-saxonne. Voilà, ce n'est qu'une partie de son CV. Et alors là, il a pris la peine de réfléchir. Et comme je disais, le terme qui pour moi résume le plus à la fois son bouquin et le contenu justement de son plan, c'est le courage, parce qu'il faut avoir le courage de s'attaquer aux défis auxquels le Congo doit faire face aujourd'hui. Et ce courage, il l'a eu, il va vous le présenter maintenant, et ensuite, ça sera à vous d'en discuter avec lui. Merci. Dr Tchani, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis d'abord très heureux de vous voir très nombreux ici. C'est toujours un plaisir donc de revenir en Belgique, un pays où j'ai vécu pendant quelques temps, et c'est toujours un plaisir de revenir et de voir certains des collègues avec qui donc j'ai grandi, avec qui on a étudié, avec qui on a été donc à l'université donc ensemble. Et je dirais que c'est un grand honneur d'être sur ce podium pour échanger avec vous tous sur une nouvelle vision de développement de la RDC afin de créer des opportunités pour tous les Congolais. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord remercier les prêtres du groupe Épiphanie et la Dynamique Congo qui organise et sponsorise cette conférence. Le comité d'organisation, comme vous pouvez le voir, a fait un travail extraordinaire de préparation et de sensibilisation qui nous permet de nous réunir nombreux cet après-midi dans cette salle. Et vous savez bien que lorsque les prêtres prennent en charge une cause, c'est que sincèrement, la cause est vraiment juste. Je voudrais vous remercier sincèrement donc d'avoir accepté de sponsoriser cette conférence aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier donc le comité d'organisation qui va au-delà du groupe Épiphanie et qui a été présidé par Père Joseph Bakwa et aussi par Alexis Kabeya. Ils ont fait un grand travail de sensibilisation. En tout cas, je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour l'occasion de venir ici. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est ma vision de développement de la RDC afin de créer des opportunités pour tous les Congolais. Comme vous pourrez remarquer, c'est un thème très complexe. Mais pour traiter de ce sujet, je me propose d'abord de faire le diagnostic de la situation actuelle de la République démocratique du Congo, d'identifier les défis de développement auxquels le pays doit faire face, avant de vous présenter la stratégie pour accélérer le développement économique et social et créer des opportunités pour tout le monde. Mais commençons par le diagnostic de la situation actuelle de la RDC. La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins. Affirmer aujourd'hui que rien ne marche et que la plupart des indicateurs économiques, politiques et sociaux sont au rouge n'est pas une exagération. À titre indicatif, le classement fait en 2014 par le Programme des Nations Unies pour le développement, portant sur l'indice de développement humain, place la République démocratique du Congo en avant-dernière position, juste devant le Niger, un pays désertique faiblement doté en ressources naturelles et humaines. Le gain de 11 places
dans le classement de 2015, en passant de la 187e à la 176e place sur 188 pays, n'a rien apporté comme amélioration dans le vécu quotidien des Congolais. L'organisation non gouvernementale Transparency International, quant à elle, elle aligne la RDC en 2014 et 2015 à la 147e place sur 168 pays, en utilisant comme critère l'indice de corruption. Donc nous sommes classés parmi les pays les plus corrompus de la planète Terre. La mauvaise gouvernance, la faiblesse des institutions et l'impunité sont des preuves tangibles de ce classement fait par Transparency International, où nous nous retrouvons parmi les pays les plus corrompus. Et ceci malgré la nomination depuis 1 an d'un conseiller spécial, Luzolo Bambi, en matière de lutte contre la corruption. Donc, la nommer depuis 1 an, mais rien n'a changé. Le panel des experts africains dirigé par l'ancien président Thabo Mbeki estime quant à lui que 85% des ressources naturelles de la RDC prennent une autre destination que celle des caisses de l'État. Ces fonds atterrissent plutôt dans des comptes des particuliers, dans des paradis fiscaux tels que Panama, privant le pays des ressources significatives qui pouvaient être utilisées pour entreprendre de grands projets de développement. Le rapport Doing Business, qui est préparé chaque année par le groupe de la Banque mondiale, place la RDC à la 184e place sur 189 pays en 2015, en utilisant comme critère le climat des affaires. Nous savons par ailleurs que plus de 90% de la population vivent sans eau potable et électricité. L'enseignement qui nous a tous formés et qui a fait que nous soyons tous ici aujourd'hui a connu une détérioration qualitative inquiétante. Il n'est pas surprenant de trouver des jeunes Congolais sortant des universités congolaises, mais ne sachant ni lire ni écrire correctement. Nous devons nous ériger contre la corruption dans l'enseignement, de l'école maternelle jusqu'au doctorat en passant par l'école secondaire et l'enseignement universitaire. La corruption est omniprésente à la République démocratique du Congo. Le travail manuel est aujourd'hui acheté avec 1000 francs congolais auprès d'enseignants. Le diplôme d'État est vendu par certaines écoles dont les préfets versent le bol aux inspecteurs. L'université met en scène des professeurs bloquant purement et simplement les étudiants avec des notes fantaisistes, tandis que les filles, elles sont littéralement braquées avec ce qu'on appelle, excusez-moi le terme, des points sexuellement transmissibles. Chaque année, des dizaines de milliers de finalistes, incapables de lire et d'écrire, sont déversés sur le marché de l'emploi. Le travail de fin d'études est rédigé par l'assistant du professeur moyennant $100. Après une parodie de soutenance devant un jury de complaisance, on entonne Alléluia, Alonginaï. Il est sorti de l'école, il graduate. Mais face à ce fléau, nous sommes soumis et pourtant il y va de l'avenir de notre pays à travers nos enfants, ceux-là pour qui nous nous privons de tout, mais pour quels résultats à la fin? Demain, qui va diriger le Congo? Qui va diriger les entreprises? Si ces enfants ne sont pas bien formés, devrions-nous importer des cadres des pays étrangers pour venir diriger donc nos entreprises ou bien diriger donc le pays parce que les nôtres ne sont pas bien formés? Donc nos enfants deviendraient quoi? Des gardiens, des colonisés donc dans leur propre pays, des balayeurs de rue. La culture de chance et l'autre pamba détruit le pays à petit feu. Donc notre système éducatif est à refaire et doit valoriser la méritocratie. La croissance économique du pays, sur papier, elle paraît solide, bien qu'en étant en léger recul. Elle est attendue autour de 7% en 2016, entre 2016 et 2019, contre 7,7% en 2015 et 9,5% en 2014. Mais cette croissance économique n'est ni inclusive, ni palpable, et encore moins verte. Elle ne profite pas à la grande majorité de nos compatriotes dont la situation reste très précaire. En tenant compte des taux de croissance de la population de 3% par an, nous avons besoin de réaliser des taux de croissance beaucoup plus élevés que ceux que nous avons aujourd'hui si nous voulons éliminer la pauvreté. Parce qu'au rythme où nous allons, nous entretenons la pauvreté et ça ne va jamais terminer. Le chômage avoisine 85% de la population active en dépit des statistiques officielles qui restent très élogieuses. Et vous savez qu'il y a un lien direct entre chômage et pauvreté dans un pays. L'espérance de vie à la naissance est de 50 ans en RDC contre 90 ans à Monaco, soit un écart de 40 ans s'il vous plaît. Quelle perte précoce de vies humaines dans notre pays.
D'après Global Finance Magazine, avec un PIB de 394 $ en 2015, la RDC est le pays le plus pauvre du monde aujourd'hui, avec 88% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, et tout cela en dépit de toutes les ressources naturelles que Dieu a bien voulu nous donner. Le franc congolais, monnaie nationale et symbole même de la souveraineté du pays, ne vaut rien aujourd'hui par rapport à sa valeur en juin 1998. En 1998, un franc congolais achetait 72 cents d'un dollar américain, contre 0 aujourd'hui. Donc le franc est totalement supplanté par le dollar américain, qui représente 95% de la masse monétaire du pays, ne laissant à la monnaie nationale qu'un rôle très marginal. Donc la dollarisation a envahi l'économie congolaise, et aujourd'hui, on sait un phénomène qui a été une mesure qui a été prise tout récemment, en exigeant que les entreprises minières et pétrolières payent des taxes et autres obligations fiscales au trésor public en dollars américains. En réalité, le gouvernement et la Banque centrale accentuent la dollarisation et sabotent même la monnaie nationale en violation flagrante de l'article 176 de la Constitution, qui dit que il n'y a que le franc congolais qui devait circuler sur le territoire congolais, qui a le pouvoir libératoire sur l'étendue donc la République démocratique du Congo. Il y a même lieu de se poser la question de savoir où se trouve le garant de la Constitution, parce qu'on la viole, même le gouvernement viole sa propre Constitution. Mesdames et messieurs, malgré ces remarques introductives très négatives, moi, je reste optimiste. Et je crois sincèrement que la RDC peut se redresser, et je vais vous dire par la suite comment nous pouvons organiser ce redressement et comment nous pouvons sortir de la situation actuelle. Je vais d'abord, avant d'y arriver, passer en revue les défis de développement auxquels le pays doit faire face. Pour arriver à un destin radieux, la RDC doit relever de nombreux défis de développement, qui sont lesquels? Le leadership politique, la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, l'état de droit, l'inclusion sociale, le développement en milieu rural, l'investissement privé et public, le gap infrastructurel, le climat des affaires et la démocratie. Analysons chacun de ces défis rapidement. Il est impossible de résoudre les problèmes d'un pays si le leadership politique de ce pays n'est pas à la hauteur des ambitions de développement. Un leadership jouissant de la légitimité populaire ne peut être obtenu à la République démocratique du Congo qu'au sortir des élections législatives et présidentielles transparentes, organisées dans les délais constitutionnels et dans le calme, et aboutissant à la mise en place d'institutions crédibles. La RDC a besoin d'un leadership politique nationaliste, visionnaire, éduqué, compétent, intègre, rassembleur et aussi sécurisant. La sécurité demeure fragile en RDC. Si la paix n'est pas au rendez-vous, les gens n'auront pas le courage d'investir dans le pays, ni dans leur propre avenir. Trop de violences et trop de crimes sont commis aujourd'hui sur les citoyens congolais. Des viols des femmes, des assassinats, des confiscations des biens d'autrui et des destructions massives des richesses nationales. Le pays doit en conséquence se doter d'une armée et d'une police réellement républicaine qui protègent tous les Congolais et leurs biens et sauvegarde l'intégrité des frontières et la souveraineté nationale tout en rassurant aussi les pays voisins. Si on a la paix et la sécurité, je dirais que l'investissement privé et public deviendrait à l'évidence l'un des premiers ingrédients de la croissance économique et de la prospérité future. Mais par investissement, qu'est-ce que j'entends par là? Non seulement l'investissement dans les infrastructures physiques, mais aussi dans le capital humain, car c'est ce dernier qui détient les clés de l'avenir du pays. La population congolaise a besoin d'une meilleure éducation, elle a besoin d'une meilleure formation, elle a besoin d'une bonne santé. Le pays doit améliorer l'éducation, la formation, la santé pour préparer la qualité de l'élite et aussi la qualité de la main-d'œuvre. J'ai été en RDC l'année dernière 4 fois. J'ai visité des hôpitaux et des écoles, mais beaucoup de ce qu'on appelle hôpitaux et écoles ne rendent pas des services qu'ils sont supposés assurer. Dans cette situation sans espoir, on trouve les dirigeants congolais qui vont se faire soigner ou envoyer leurs études à l'étranger, en Europe, en Amérique du Nord, en Inde, en Afrique du Sud. Mais 99% de la population congolaise doivent se contenter des hôpitaux et écoles de mauvaise qualité du pays. À mon avis, la solution durable au problème ne doit pas être de se faire soigner à l'étranger ou d'envoyer les enfants aux études donc à l'étranger.
La solution durable devrait être de construire en RDC des infrastructures donc scolaires, des standards internationaux accessibles à tous les Congolais. Ceci m'amène à parler d'un défi de développement particulier, l'inclusion sociale. Le principe de l'inclusion sociale est simple. La croissance économique et la prospérité doivent profiter à l'ensemble de la population et ouvrir des opportunités pour tous les Congolais sans exception. Pourquoi l'inclusion sociale est-elle si importante dans un pays comme le nôtre? Si la RDC veut devenir un pays émergent, il a besoin d'une classe moyenne solide, une classe qui puisse consommer et qui a un pouvoir d'achat conséquent. Les études menées par des organisations internationales montrent que la diminution des inégalités dans une société va de pair avec des phases plus soutenues de croissance économique. Autrement dit, l'inclusion ne se justifie pas uniquement par l'équité et la décence. Elle a également une finalité économique. C'est-à-dire, on crée une classe moyenne avec un pouvoir d'achat pouvant lui permettre d'accéder au crédit, d'acheter et donc de consommer et par conséquent de faire tourner l'économie nationale. C'est comme ça que les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons aussi sont structurées. Donc l'inclusion sociale implique la participation effective de tout le monde aux efforts de développement du pays, c'est-à-dire des hommes et des femmes. Mais que pouvons-nous faire pour que les femmes congolaises, nos mamans, puissent participer aux efforts de développement au même titre que les hommes? Les dirigeants actuels de la RDC réservent 30% des postes dans les institutions publiques aux gens féminins. Mais considérant que les femmes représentent 53% de la population du pays, je pense que nous devrions rendre effective l'égalité des chances. L'égalité entre les deux genres, pourvu que les femmes soient aidées à travers l'éducation à remplir leur rôle de façon méritée. Ce n'est pas une faveur qu'on leur fait, elles méritent aussi cela. C'est pour cela que nous devons combattre collectivement l'exclusion. Le tribalisme rétrograde, le favoritisme, le provincialisme, qui ont élu domicile donc dans notre pays, mais qui sont des antivaleurs qui n'ont pas de place aujourd'hui dans notre société. Je propose même l'adoption de lois spécifiques contre ces antivaleurs et la mise en place des mécanismes de sensibilisation permanente pour l'éducation de la population à ce sujet. Toute discrimination ou violation de la loi devra être réprimandée de façon exemplaire, si on veut y mettre fin. L'inclusion sociale suppose également l'accès de chaque citoyen aux soins de santé et au crédit bancaire, et surtout pour nos compatriotes qui vivent dans les milieux ruraux, qui sont aujourd'hui abandonnés littéralement à leur triste sort. Le pays devra s'attaquer à la pauvreté en milieu rural en organisant une véritable réforme du secteur agricole. Le secteur agricole, comme vous le savez, emploie près de 60% de la population du pays. Il devra, je veux dire donc le pays devra rationaliser donc les politiques dans le domaine de la pêche, de l'élevage et de l'exploitation forestière de façon à ajouter plus de valeur localement. On ne peut pas continuer à exploiter le tout, exporter à l'étranger à l'état brut, sans qu'il y ait donc transformation dans le pays. Mais tout ce que j'ai dit jusqu'à présent est tributaire d'une chose, de la bonne gouvernance, mais également de l'existence d'institutions fortes. Il y inclut un système de justice indépendant, crédible, fonctionnel. La RDC a besoin d'une gouvernance responsable, intègre et surtout exemplaire. Ce pays, le nôtre, qui regorge des ressources naturelles immenses, n'a pas besoin en réalité d'emprunter de l'argent pour que nous puissions survivre. Bien que devant l'énormité du travail de reconstruction, toutes les miettes, d'où qu'elles proviennent, elles comptent, elles sont appréciées par notre peuple à leur juste valeur. Mais la découverte du président Tambombe, d'après laquelle 85% des ressources n'entrent pas dans les caisses de l'État, ça va dans les poches des privés. En plus de cela, les déclarations faites par notre propre conseiller spécial en matière du chef, en matière de lutte contre la pauvreté, donc le Zolobambi que j'ai mentionné avant, le Zolobambi, qu'est-ce qu'il avait déclaré? Que chaque année, la RDC perd entre 10 milliards de dollars et 15 milliards de dollars en termes de fraude fiscale et détournement des fonds publics. Ces deux éléments mis ensemble montrent une chose, que notre budget ne reflète pas la vérité. Il y a plus d'argent qui n'entre pas dans le budget que ce qui reste donc dans le budget national. Au lieu de se tourner constamment vers l'aide des bailleurs de fonds pour demander de l'argent, même si nous en avons besoin, je pense que le gouvernement de la RDC devrait se concentrer sur la lutte acharnée contre la corruption et la récupération de ces fonds perdus qui constituent, à mon avis, la meilleure manière de pouvoir ramener ces revenus perdus dans le budget de l'État. Si nous le faisons,
Je suis convaincu que la RDC se doterait d'un budget annuel d'au moins 72 milliards de dollars, 8 fois supérieur aux modiques 9 milliards de dollars que nous avons aujourd'hui. 8 fois supérieur. C'est-à-dire qu'il y a plus d'argent dans les paradis fiscaux à l'étranger que ce que nous gardons dans le budget national. Ceci m'amène au défi de développement que j'appelle le gap infrastructurel, qui est un défi de développement important. La RDC est un pays immense, mais qui ne compte qu'à peine 24 000 km de routes asphaltées, n'a pas de réseau ferroviaire dense, pas d'aéroport ni de port moderne, et ne peut donner de l'eau potable et d'électricité qu'à environ 10% de sa population. Donc le gap infrastructurel en RDC est énorme. Pour combler ce gap, il faudra envisager d'allouer de gros moyens à la construction de nouvelles infrastructures. Le pays devra organiser, par exemple, la construction de routes et autoroutes intérieures, des chemins de fer, d'aéroports, des ports modernes, des écoles, des hôpitaux dignes de son nom, des systèmes de distribution d'eau et d'électricité pour atteindre toute la population sur l'ensemble du territoire national. Le pays devra organiser la construction de Grand Inga, ce grand barrage capable de produire 45 000 MW, l'électricité la moins chère du monde. Et surtout, nous pouvons tirer profit aussi de nouvelles formes d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire, la biomasse, le gaz méthane qui dort dans le lac Kivu, l'énergie éolienne, la géothermie, le charbon, mais aussi l'énergie nucléaire. Mais la mise en valeur de ces différentes infrastructures et aussi des différentes sources d'énergie renouvelable va nécessiter de gros investissements privés qui ne peuvent être mobilisés que si le pays arrive à relever un défi particulier, le climat des affaires. La situation actuelle du climat des affaires en RDC n'est pas soutenable du tout, car elle détourne les investissements publics, les investissements privés aussi, pousse les entreprises existantes à la fermeture et pénalise partant la création donc des richesses et aussi des emplois. Il faudra poursuivre des efforts pour restructurer donc la dette extérieure et la dette intérieure, qui reste très élevée par rapport à la capacité de remboursement du pays et surtout lorsqu'on tient compte des besoins de reconstruction de notre pays. On ne doit pas se réjouir aveuglément de ce que le gouvernement donc appelle la stabilité du cadre macroéconomique, si une telle stabilité est assurée au prix du non-paiement de la dette intérieure et aussi si la maximisation des recettes publiques s'obtient par une cascade de taxes qui, à la fin de la journée, arrive à compliquer le fonctionnement donc normal d'une économie. Donc la combinaison du non-paiement de la dette intérieure et de la fiscalité dissuasive tue des entreprises privées au lieu de favoriser leur développement. Elle tue l'initiative privée au lieu de l'encourager. Elle tue des emplois et asphyxie l'économie nationale. Est-ce que vous me suivez? Oui, je pense que l'État devra remettre de l'ordre dans l'exécution budgétaire. Vous savez tous comme moi que le budget qui est voté au Parlement chaque année ne représente en rien le budget tel qu'il est exécuté dans la pratique. À ce titre, je vous invite simplement à jeter un coup d'œil au site du ministère du Budget. Vous verrez par exemple que dans les budgets de 2014 et 2015, la présidence de la République a connu en moyenne 153% d'exécution budgétaire. La primature, 205%. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que sur les crédits qui étaient votés, la présidence s'est fait payer 53% de plus, et la primature, plus du double. On se sert à la caisse. Par contre, la santé publique n'a reçu que 38% des crédits votés. Ceci démontre quoi? Que l'État ne s'occupe que des intérêts égoïstes et s'en fout éperdument du social de la population. Ce qui dénote d'une injustice sociale criante. Faire face à un tel défi exige un état de droit et une administration publique de qualité qui sont aussi des défis de développement que nous devons relever. Aujourd'hui, l'État n'existe que de nom. Il est incapable même de protéger et de sécuriser la population. Il faut le restructurer pour qu'il se mette au service de la population et au service du peuple, au service donc du pays. Nous n'avons pas besoin en réalité d'un État fantôme qui gêne le développement du pays et opprime la population. Nous n'avons pas besoin d'un État qui ne respecte pas les droits humains et gêne les libertés individuelles. Comme dirait Étienne Tshisekedi Wamulumba, que vous connaissez tous, nous avons besoin d'un État de droit qui s'appuie sur une armée et une police de qualité et fait régner la justice, un État qui favorise le développement au lieu de l'étouffer. Donc, ayant opté pour le système d'État unitaire avec forte décentralisation, je pense que la RDC doit rendre effective la rétrocession des ressources publiques de façon à pouvoir
n'est pas gêner le développement donc, des provinces et collectivités territoriales décentralisées. Au lieu, je dirais, afin donc d'éviter le développement à double vitesse, il est important, et surtout pour des raisons de solidarité nationale, nous avons besoin de pouvoir rendre effective ce qu'on appelle la Caisse nationale de péréquation, qui favoriserait le développement équilibré et harmonieux des différentes provinces du pays, parce que ceux qui ont plus donc de revenus, qui peuvent générer plus de revenus, notamment des provinces minières, devraient aussi agir en solidarité avec des provinces qui n'ont pas suffisamment donc, de moyens. Donc il faudrait qu'il y ait ce principe donc, de solidarité entre nous. Ceci m'amène au dernier défi de développement, la démocratie. La démocratie existe sur papier par la République démocratique du Congo. Mais nous n'avons pas besoin d'une telle démocratie qui n'en est pas une en réalité. La démocratie a besoin d'être renforcée, non seulement dans la pratique, mais également dans le comportement des gouvernants et aussi dans le comportement des gouvernés. La démocratie ne peut pas fonctionner, vous serez d'accord avec moi, j'espère, avec plus de 600 partis politiques différents. Partis politiques ethniques et familiaux, sans assise nationale, ni vision de développement pour le pays. Et la plupart de ces partis politiques, vous allez les trouver tantôt dans la majorité, tantôt dans l'opposition, et ils ont été créés ou bien ils achètent des sièges avec quoi? Avec l'argent volé du trésor public. La vie politique a besoin d'être assainie avec notamment le regroupement en 2 ou 3 partis politiques, grands partis politiques, au maximum, pour que la démocratie puisse fonctionner normalement. Vous voyez les États-Unis d'Amérique, c'est un grand pays, on n'a que les démocrates et les républicains. Pourquoi la RDC doit fonctionner avec autant de partis politiques? Donc un tel regroupement devra être fait en utilisant des critères objectifs à définir, tels que le poids de chaque parti politique au sortir des élections législatives transparentes et crédibles, ou bien sur la base aussi de la similarité des projets de société. Je voudrais aussi dénoncer les paiements qui sont faits aux députés en échange de leur vote. Je considère que quand un député vote et qu'il doit être payé pour voter donc dans un sens comme dans l'autre, ce n'est pas ça la démocratie. Cette corruption à ciel ouvert discrédite et disqualifie les institutions de la République et ceux qui la pratiquent. Donc, l'institutionnalisation de la corruption parlementaire et surtout au sommet de l'État détruit la démocratie. Le potentiel humain et le développement économique durable ne peuvent être réalisés que dans un environnement démocratique sain qui permet de libérer toutes les énergies créatives et la participation effective de tous les Congolais aux efforts de développement du pays. J'en viens maintenant, mesdames et messieurs, à la stratégie pour accélérer le développement économique et social de la RDC afin de créer des opportunités pour tous les Congolais. Je m'excuse. Comme vous le savez, je suis Congolais comme vous, Congolais de souche. La RDC, c'est mon pays. Pour se développer, mon pays doit prendre conscience de l'échec du modèle de développement que nous avons suivi jusqu'à présent. Et qui inclut quoi? On a parlé du manifeste lancé, on a parlé du plan Mobutu, le plan quinquennal, les 5 chantiers, la révolution de la modernité. Tout ça, c'est bien. Mais je suis Congolais et je suis très strict et très sévère quand je fais le diagnostic de mon pays parce que je voudrais trouver une solution durable. Tous ces plans se sont avérés des simples slogans qui n'ont jamais été appliqués ou ont été très mal appliqués pour donner des résultats que nous avons aujourd'hui. Donc la RDC doit par conséquent révisiter sa philosophie même de développement et son approche au développement. Je propose une nouvelle vision de développement que j'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la RDC. Le nom Noël Tchani a été ajouté par d'autres personnes. Je voulais simplement l'appeler plan Marshall, que j'ai conçu de ma propre main. Ce plan compte 8 piliers fondamentaux. Je vais parcourir chacun des piliers rapidement pour que vous ayez l'idée de ce que ça englobe. Commençons par le premier pilier. Promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie. Pour pacifier le pays et sécuriser les Congolais sur l'ensemble du territoire national, il nous faudra faire un certain nombre d'actions. Première action, il faudra rétablir l'autorité de l'État dans tout le pays, car l'insécurité actuelle, à mon avis, empêche tout développement et ne peut pas permettre à qui que ce soit d'investir dans ces pays de façon sérieuse. 2, il nous faudra réformer l'armée, la police et les services de sécurité. Il nous faudra à cet effet inventorier et examiner les effectifs des éléments en uniforme en fonction des critères de qualification professionnelle, des nationalismes, des moralités et d'aptitudes,
Nous devrions donc recruter et former de nouveaux éléments dans l'armée et dans la police, doter l'armée et la police des équipements adéquats, tout en favorisant le recyclage donc, de ceux qui sont déjà au service de la nation depuis longtemps. On devra garantir la rémunération adéquate et régulière, ainsi que la sécurité sociale des hommes en uniforme. Ici, nous devons tirer des leçons des jugements récents rendus par la Cour pénale internationale pour réorganiser notre armée, organiser notre police et les services de sécurité afin de les rendre plus humains, plus disciplinés, plus républicains et respectueux de la vie humaine, mais également des biens d'autrui. Nous devrons réformer l'État et l'administration publique afin de mettre en place des institutions démocratiques fortes. On n'a pas besoin d'hommes providentiels, d'hommes forts, on a besoin d'institutions. Nous devrons assainir l'environnement politique du pays, comme je vous ai dit, en réduisant le nombre de partis politiques. Moi, je propose 2 ou 3 au maximum. Bon, si on peut arriver à dépasser 2, 3 ou 4, tant mieux. Mais 2 ou 3, je pense que ça suffit largement pour un pays comme la RDC. On devra instituer une commission de vérité, paix et réconciliation, car nous avons des ethnies congolaises qui se sont fait la guerre, qui se sont massacrées. Il faut réconcilier tout le monde pour que nous puissions vivre en paix et de façon durable. On devra réformer la justice dans le sens d'une plus grande indépendance et fonctionnalité. Notre justice est tout sauf juste. Elle ne fonctionne pas. Nous devrons réformer la diplomatie et aussi nous devrons réformer donc la diplomatie et promouvoir la coopération africaine internationale. Ici, le maintien de bonnes relations diplomatiques avec tous les pays voisins de la RDC sera un élément clé de notre stratégie. Le problème principal de la RDC est sur elle-même. Non, nous avons un marché intérieur. Qu'est-ce qu'on fait pour arriver à satisfaire donc aux besoins de ce marché, tout en continuant à être utile aussi à la communauté internationale qui a besoin de nos matières premières, de nos ressources. Donc la RDC, vous savez, aujourd'hui, est placée 184 sur 189 pays en 2015 et figure parmi les pires pays d'Afrique comme destination des investissements lorsqu'on considère les indicateurs Doing Business préparés par le groupe de la Banque mondiale. En utilisant quels critères? Il y a des critères qui sont utilisés pour tout le pays. Les procédures administratives trop complexes, la fiscalité dissuasive, le harcèlement fiscal des entreprises par les services du fisc, les tracasseries de toutes sortes, le fonctionnement du système de la justice. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de justice. Le coût élevé pour faire des affaires dans le pays. La corruption, elle est endémique. Le coût et le délai pour obtenir les permis de construire. Les difficultés de raccordement au réseau électrique. L'approvisionnement même en énergie. Les difficultés de raccordement au réseau de fourniture d'eau. Les difficultés de réalisation des garanties bancaires. La qualité de l'éducation. Je vous ai dit que notre éducation aujourd'hui ne répond pas donc aux besoins modernes. Et enfin, la mentalité du citoyen congolais. Il faudra, au-delà du discours et des slogans politiques, une grande volonté politique pour concevoir et mettre en œuvre un véritable plan d'action clair pour relever ces défis de développement. Nous allons adopter à ce titre une approche pragmatique pour restructurer les entreprises publiques et les régies financières et surtout tout le portefeuille de l'État. Nous allons réviser le code minier. Ici, je voudrais dire un mot. Le code minier que nous avons aujourd'hui a été mis en place en 2002. En pleine guerre, je crois bien on sortait de la guerre. C'était difficile d'attirer des investisseurs étrangers donc, dans le pays. Donc, on a conçu un code minier qui donnait trop d'avantages aux entreprises étrangères pour les attirer à venir. Mais on avait aussi pris la précaution de dire que le code minier va être révisé en 10 ans. Donc, de 2002 à 2012. On arrive en 2012, aujourd'hui, chaque fois qu'on essaie donc de toucher, il y a des gens qui font du bruit, qui vont faire intervenir donc tous les pays de la planète, et par conséquent, on est effrayé de pouvoir donc y toucher. Jusqu'aujourd'hui, le code minier n'a pas été révisé. Et les pertes pour le trésor public sont énormes. Je considère que c'est une priorité des priorités. Il faut qu'on réexamine ça. Je ne dis pas qu'on doit arracher toutes des entreprises étrangères qui ont investi donc dans le pays. Mais nous devons faire la part des choses pour que ces entreprises gagnent, mais que nous ayons aussi notre part. Dire simplement que non, le code est là, si vous enlevez, et par conséquent, nous allons plier bagages et partir, je considère que ce n'est pas juste. Donc, nous avons besoin d'abord d'un gouvernement légitime, crédible, qui puisse parler avec ses interlocuteurs d'égal à égal et arriver à trouver donc un compromis qui puisse bénéficier non seulement à eux comme investisseurs, mais également à nous en tant que peuple d'un pays souverain. Donc, nous adopterons une approche pragmatique pour restructurer les entreprises publiques, les régies financières et surtout tout le portefeuille de l'État. Nous allons réviser donc le code minier et réexaminer tous les contrats miniers
en privilégiant bien sûr l'intérêt supérieur du peuple congolais. Nous prendrons des mesures d'encouragement et d'accompagnement des Congolais de l'étranger. Vous qui êtes dans la diaspora, nous devons prendre des mesures pour accompagner ces Congolais de l'étranger qui souhaiteraient revenir au pays pour y investir ou même pour s'installer. Ces mesures comprendraient par exemple une période de défiscation ou bien de détaxation ou des facilités d'accès au crédit bancaire ou aussi des facilités d'exonération des droits des douanes pour les importations donc des équipements productifs ou aussi des biens de première nécessité pour la réinstallation en République démocratique du Congo. D'autres pays comme le Sénégal, le Mali, ils accordent un traitement privilégié à leurs ressortissants donc, qui viennent de la diaspora en leur donnant donc ces facilités-là. Et toujours dans le cadre du développement du secteur privé, je dirais que dans certains domaines de l'économie, l'État devra se retirer pour que le secteur privé national responsable puisse prendre le relais et émerger. Le rôle de l'État ici, je dirais, n'est pas de fixer les règles et de fixer les règles du jeu concernant donc l'activité des entreprises et non de gérer ces entreprises. Le rôle de l'État est d'accompagner les entreprises et non de les supplanter. Mais, croyez-moi, je ne suis pas un libéral aveuglé par la doctrine, le dogmatisme et la théorie. Si le secteur privé n'est pas prêt pour faire certains investissements prioritaires, je dirais que l'État congolais va jouer le rôle des catalyseurs, soit en investissant directement, comme cela se fait en Chine, soit en le faisant dans le cadre des partenariats privés-publics, ce qui est monnaie courante, ou en Europe occidentale où nous sommes, ou même en Amérique du Nord. Ceci m'amène au 5e pilier de notre stratégie de développement, favoriser la réalisation des grands travaux d'infrastructure. Il s'agira ici d'implémenter un programme pluriannuel de construction d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre comprenant des routes, des autoroutes, des ponts, des chemins de fer, des aéroports, des ports, des métros rails, des écoles, des hôpitaux, des marchés publics, des parcs nationaux, des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité. Une priorité ici sera de rendre l'eau potable et l'électricité accessible à tous les Congolais et de relier tous les coins du pays par route, autoroute et chemin de fer pendant que le transport en commun dans les grandes villes sera donc assuré par métro, rail ou bien des bus modernes. La construction de ces infrastructures en utilisant une combinaison de la main-d'œuvre locale, mais également des encadreurs expatriés quand et cela est nécessaire, permettrait de créer des millions d'emplois pour les nationaux, mais également ça crée aussi des millions d'emplois pour ceux qui viennent nous aider, qui viendraient donc de l'extérieur. Tout le monde a donc intérêt à gagner. La politique des grands travaux d'infrastructure sera mise en œuvre en suivant un plan directeur national. Je voudrais vous donner un exemple donc, du plan directeur que nous avons élaboré. C'est cette carte-là. Comme vous le voyez, mais si on paye ça, nous devons aussi tenir les fonctionnaires responsables de leur comportement. Vous faites une erreur, vous savez ce qui va vous arriver. Et quand vous allez évaluer les conséquences de perdre votre travail parce que vous avez reçu les pots de 20, de 50 $, alors que vous avez un salaire annuel, mensuel de 1000 $, vous allez réfléchir 2 fois avant de sacrifier votre famille. D'autre part, nous allons créer ce que j'appelle le Bureau national de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, avec pour mandat de rendre effective la politique de tolérance zéro dans le domaine de la corruption. Ce bureau de lutte contre la corruption abritera les hotlines, c'est-à-dire une ligne téléphonique pour dénonciation des cas de corruption, et travaillera étroitement avec la justice nationale, je veux dire restructurée, pour mener des enquêtes afin d'atteindre les résultats escomptés. Un programme de moralisation de la société sera inclus dans les exigences professionnelles et étudiantines obligatoires pour justifier un avancement des carrières ou une obtention de diplômes de fin d'études secondaires et universitaires. Les gens vont être rééduqués que la corruption n'est pas une bonne chose. Mesdames et messieurs, en guise de conclusion, je viens de procéder à un diagnostic sans complaisance de la situation de la RDC. Ce n'était pas pour vous blesser en vous disant du mal de notre pays, parce que si je le fais, je sens aussi le même mal. J'ai identifié les grands mots auxquels j'ai prescrit des grands remèdes pour remettre le pays sur la voie du développement inclusif et durable. J'ai identifié les atouts naturels du pays et surtout proposé une stratégie de développement comprenant une
stratégie de grands travaux à haute intensité de main-d'œuvre et une stratégie d'industrialisation qui permettrait de transformer les ressources naturelles en richesses pouvant bénéficier à la population congolaise tout entière. Sinon, à quoi ça sert d'être dans le développement? Sinon, à quoi ça sert d'être dans le gouvernement si on ne peut pas régler le problème de la population? Ma vision de développement est certes ambitieuse, mais elle est nécessaire pour mobiliser la population, les énergies et surtout les ressources pour le développement durable du pays. La mise en œuvre de cette vision qui bénéficie d'une forte appropriation nationale est importante pour redémarrer la machine économique et créer des opportunités pour tous les Congolais, sans exception, sans discrimination. En tant que citoyens de la RDC, nous devons promouvoir l'unité nationale et le nationalisme congolais. L'avenir heureux de la RDC réside incontestablement dans la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, le respect de la Constitution et dans la tenue d'élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Ces choses doivent se faire de façon automatique. Si nous éradiquons la corruption et mettons fin à l'impunité à toutes sortes d'antivaleurs, l'État aura des moyens suffisants pour se doter d'un budget annuel à la hauteur des ambitions de développement du pays. Mais la lutte contre la corruption doit être menée de façon sincère, sans calcul électoral, sans démagogie et surtout par des gens au-dessus de tout soupçon. Elle doit viser tous les prédateurs et tous les corrompus, nationaux et étrangers, et non seulement des adversaires politiques congolais. Nous devons restaurer l'intégrité et l'honneur dans la conduite des affaires de l'État et surtout au sommet même de l'État. Nous devons prêcher par l'exemple. S'il est de notoriété publique que la RDC est un géant au pied d'argile, il est aussi vrai que c'est en tenant compte des critères de bonne gouvernance, du respect de la démocratie, des droits et des droits de l'homme, ainsi que dans la lutte et l'ensemble contre des antivaleurs sous toutes leurs formes, l'amour du travail bien fait, la discipline individuelle et collective, le respect des biens publics, la prise en main par nous les Congolais de notre destin, que se construira un Congo nouveau, fort et prospère. Dans une situation désespérée comme celle de notre pays aujourd'hui, ce plan Marshall que je vous propose devrait susciter l'espoir qu'un autre Congo, un Congo nouveau, meilleur et plus fort qu'avant, est possible. L'espoir de tourner la page sur un passé humiliant pour tout un peuple et d'entreprendre des actions conduisant à redorer l'image de marque de notre pays. L'espoir de s'engager à respecter la Constitution de la République, seul gage d'une paix durable et de la stabilité à long terme de notre pays. L'espoir de ramener la paix dans le pays et de vivre en bonne entente entre nous Congolais d'abord, mais également avec tous nos voisins. Ce plan devrait susciter l'espoir de s'engager à ne jamais trahir le Congo et à mettre fin aux rébellions et aux guerres répétitives, destructives. L'espoir de respecter les droits de l'homme et la vie humaine, d'éliminer les inégalités sociales et de protéger tous les Congolais, y compris les minorités. L'espoir de reprendre le contrôle de notre pays et de redonner la dignité à notre peuple qui est actuellement chosifié et clochardisé dans son propre pays. Ce plan devrait susciter l'espoir de promouvoir dans le cœur de toutes les Congolaises et de tous les Congolais l'amour de notre pays et de nos compatriotes. Et donc, de promouvoir le nationalisme congolais authentique. L'espoir de doter la RDC d'un leadership politique propre, intègre, compétent, responsable, éduqué et visionnaire. L'espoir de mettre fin à un système kleptocratique et dictatorial dégradant et d'instaurer une vraie démocratie en dotant la RDC d'un pouvoir judiciaire indépendant et d'un état de droit fonctionnel qui assume ses responsabilités vis-à-vis de ses administrés. L'espoir de doter le pays d'une administration publique fonctionnelle et à la hauteur des ambitions de développement de la RDC. Ce plan devrait susciter l'espoir de mettre en place une force publique, c'est-à-dire l'armée et la police, réellement nationale, républicaine, casernée, disciplinée, nourrie, régulièrement payée, bien équipée,
adéquatement entraînés et prêts à être déployés à tout moment pour maintenir la paix et la sécurité et surtout à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays. L'espoir de s'engager à bannir le favoritisme, le tribalisme rétrograde, le provincialisme et le régionalisme qui sont des antivaleurs d'une autre époque. Ce plan devrait susciter l'espoir de mettre fin aux arrestations arbitraires et de promouvoir les libertés individuelles, y compris la liberté d'expression et d'association, et de laisser les Congolais s'épanouir dans leur propre pays. L'espoir de redémarrer une économie qui améliore le social et de transformer les ressources naturelles en produits semi-finis et produits finis dans le pays à travers un programme réfléchi d'industrialisation et de transformation structurelle de l'économie. L'espoir de faciliter à travers une politique cohérente des grands travaux l'intégration des différentes provinces du pays afin de créer un marché intérieur de biens et services. Ce plan Marshall devrait susciter l'espoir de lutter sans merci contre la corruption et la contrebande qui gangrènent le pays et empêchent le décollage économique. L'espoir de doter le pays d'un budget annuel conséquent qui intègre toutes les ressources publiques afin de financer la mise en œuvre d'une grande vision de développement comme celle que je vous présente ici. Ce plan devait susciter l'espoir pour nous tous de favoriser l'émergence d'une classe moyenne et de permettre à la population de vivre dans de meilleures conditions en assurant l'accès au logement décent, une couverture énergétique maximale et un accès à l'eau potable de manière régulière et sans délestage. L'espoir de garantir à tous et à toutes l'accès à l'éducation et à la santé de qualité et donc d'augmenter l'espérance de vie à la naissance de 50 ans actuellement à 82 ans, comme ici en Belgique. L'espoir de faciliter l'exploitation des ressources naturelles du pays en toute transparence, mais tout en protégeant l'environnement. L'espoir d'assurer à tous les travailleurs dans les secteurs publics et privés au moins un salaire minimum garanti suffisant, devant être payé régulièrement et automatiquement. Ce plan nous permet donc d'avoir l'espoir de mobiliser tous les Congolais sans exception et sans discrimination, y compris ceux de l'intérieur et de la diaspora, afin qu'ils participent aux efforts de développement de leur pays. L'espoir d'assurer une croissance économique inclusive qui profite non pas seulement à sa famille biologique et politique, mais à tous les Congolais et à toutes les Congolaises sans exception et d'une manière durable. L'espoir de rassembler à travers cette vision de développement toutes les forces vives de la nation, quelles que soient leurs orientations politiques, pour des objectifs communs, qui sont le développement économique et social de la RDC et le bien-être du peuple congolais. Ce plan devrait susciter l'espoir de planifier une alternance démocratique paisible, sans effusion de sang et sans vengeance, tout en assurant la sécurité de tout le monde, y compris nos compatriotes de la majorité présidentielle sortante, de l'opposition dans sa pluralité et aussi de la société civile. L'espoir d'éviter qu'après chaque élection présidentielle, qu'il y ait des Congolais qui soient forcés d'aller en exil, car craignant pour leur vie. Et enfin, l'espoir qu'après la pluie arrive le beau temps. Le temps est arrivé. L'espoir qu'après la pluie arrive le beau temps. Le temps est arrivé et l'heure a sonné pour que la RDC redevienne un grand pays, respecté en Afrique et dans le monde, et dont nous devons tous être fiers. Comme dirait Patrice Emery Lumumba, nous pouvons imaginer un monde meilleur que nous souhaitons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. La reconstruction de la RDC sera l'œuvre pas d'une poignée de personnes, mais de tous ces 80 millions d'habitants qui constituent sa principale matière première pour le développement. Comme Martin Luther King Jr., I have a dream, j'ai un rêve, que la mise en œuvre de cette vision de développement permettrait d'atteindre le plein emploi et d'augmenter le PIB par habitant de 394 $ aujourd'hui à 15 000 $ au moins en 15 ans. Nous avons le pouvoir de faire de cette vision une réalité. La RDC a besoin d'un changement profond qui ne viendra pas tout seul en recyclant aux commandes des affaires de l'État les mêmes personnes dont nous connaissons les recettes et surtout les résultats médiocres.
Le véritable changement ne viendra pas en remplaçant Joseph Kabila par l'un ou l'autre de ses actuels ou anciens collaborateurs. On trouve ces personnes tantôt dans la majorité présidentielle, tantôt dans l'opposition. Le véritable changement viendra avec de nouveaux leaders ayant une autre vision de développement du pays. Et par nouveaux leaders, j'entends des personnes qui n'ont jamais participé aux assassinats, à la corruption, au pillage de nos richesses, au détournement des fonds publics, à la mauvaise gouvernance et à la destruction de notre pays. J'affirme sans hésitation devant vous, mes chers compatriotes, que moi, Noël Tchani, moi Yamvita, je n'ai jamais été corrompu. Je n'ai jamais été au crime contre notre peuple. Je n'ai jamais trahi notre pays. Je n'ai ni compte, ni société bancaire ou compte bancaire. Les rares sont les hommes politiques de notre pays qui peuvent en dire autant. Je n'ai aucun doute quant à l'ampleur des défis que nous devons, vous et moi, relever ensemble. J'ai même la certitude que le succès d'un tel programme de transformation économique et sociale dépend de la qualité du leadership politique, de la qualité de l'élite, ainsi de la population et de l'appropriation de cette vision par les Congolais. À vous tous, mes compatriotes, sans exception, je lance un appel patriotique de mobilisation et de rassemblement national afin que le monde, tout le monde, s'approprie donc du contenu de ce plan et participe à la vulgarisation et plus tard à sa mise en œuvre. Je vous rappelle que l'union fait la force. Ensemble, faisons cause commune. Comme dirait John F. Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Si nous ne faisons rien en ce moment précis, la RDC, notre pays, notre patrimoine commun, risque de disparaître. La RDC a besoin du sang neuf pour un nouveau départ. Le développement d'un pays ne se fait pas par hasard par les mêmes personnes et de vieilles recettes. Plutôt, il se planifie et s'exécute avec de nouvelles personnes ayant une nouvelle vision de développement. La force des changements que je viens de publier répond à cet impératif. Toutes ces idées sont résumées ici. Avec la nouvelle République démocratique du Congo, un pays plus beau et plus fort qu'avant, et où la force du changement habite chaque citoyen. Le changement, mes chers compatriotes, c'est maintenant, car l'impossible n'est pas congolais. Que Dieu bénisse. C'est Michel Onokoko. Je suis étudiant doctorat à l'Université de Gand, où je prépare une thèse de doctorat en langue, culture et traditologie. Je voudrais remercier M. Tchani pour sa brillante communication. Je suis un homme très heureux parce que c'est pour la première fois au moins que je viens d'assister à une démonstration d'une intelligence aussi brillante. Je suis très satisfait. Néanmoins, j'ai deux petites questions. Je voudrais savoir, s'agissant de la création du réseau routier, tel que la carte la démontre, combien de temps pensez-vous, si aujourd'hui il arrivait que vous ayez conduit aux affaires, que cela puisse se réaliser? La deuxième question, c'est de savoir, avec un plan aussi ambitieux, pensez-vous, parce que moi j'estime que le problème congolais, il est à l'intérieur, mais il est aussi à l'extérieur. Vous pensez que tous ces gens qui tirent des ficelles à l'extérieur vous permettront réellement de réaliser cette ambitieuse contribution pour le Congolais que nous sommes? Est-ce qu'ils vous permettront réellement de réaliser ces plans qui pourra mener le Congo là où nous le souhaitons aujourd'hui? Je vous remercie. Cheikh Fita de l'info en ligne de Congolais de Belgique. Bon, d'abord, félicitations au docteur Tchani pour ce travail de technocrate qui est très pointu,
et qui, je n'en doute pas, sera d'une grande contribution pour le développement de notre pays. Et à la conférence nationale souveraine, en 1992, beaucoup de partis politiques étaient passés, ils avaient leur projet de société. Pratiquement tout ceci y était. Et les 90 minutes de votre communication, nous allons les mettre en ligne. Ceux qui sont au pouvoir vont les suivre. Et quand ils suivront, vous pensez qu'ils vont trouver des idées novatrices ou ils les savent déjà mais ne le font pas? Bon, et pourquoi ne le font-ils pas? Parce qu'en réalité, ils le savent, il y a des docteurs, il y a tout ce que vous voulez au pouvoir actuellement à Kinshasa. En vous suivant, des moments où vous vous projetez pratiquement en président de la République, des moments où vous vous projetez en débatteur avec un partenaire pour la présidentielle, donc vous êtes vraiment dans la peau du président de la République. Mais donc, pour que tout ce que vous venez de dire se fasse, il faudra accéder au pouvoir. Il n'y a pas d'autre possibilité, sinon ce sera des vœux pieux. Cela signifie que, si vous voulez accéder au pouvoir, vous devrez balayer le système actuel, avec tout ce qu'il a comme tare et tout ce qu'il a comme atout en ce qui est de force de coercition. Et ma question est de savoir comment vous allez accéder au pouvoir pour appliquer cela, et puis comment vous allez faire pour avoir le suffrage des 70 millions de Congolais qui n'ont pas le courant, qui n'ont rien, qui ne savent rien, et à quelques mois des élections, parce que je suppose que vous êtes candidat pour novembre 2000. Déjà débuté aujourd'hui par tous les indépendants que vous êtes ici dans la salle. Je sais que vous avez déjà des bureaux, que vous employez déjà du personnel, et je sais aussi qu'ils sont mal payés, qu'ils n'ont pas toujours leur congé, qu'ils n'ont peut-être pas non plus leur contrat. Parce que j'ai été au Congo, j'ai travaillé pour quelqu'un, et on m'a foutu à la porte parce que justement je voulais essayer de changer ça. Alors, je vous... désolé de le dire, mais je ne veux pas non plus cacher mes mots. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit dans ce bouquin, et j'espère réellement que cela va arriver et que ça va déjà commencer maintenant. Il ne faut pas entendre la présidence, parce que la présidence ne peut pas faire les choses seule. Voilà, merci. Je m'appelle Toumba Chabani Omer, ingénieur de formation, ancien parlementaire et plus spécialement membre de la commission politique qui a élaboré la constitution qui nous réunit en ce moment. Je voudrais, avant toute chose, présenter mes félicitations au groupe Epiphanie qui nous a donné ce jour l'opportunité de suivre la présentation du plan Maréchal, que je voudrais qu'il soit dorénavant intitulé le plan Noël Tchani, parce que c'est lui l'auteur. Et donc, ceci étant, je m'adresse à présent à l'orateur du jour, Docteur Noël Tchani. Au cours de votre intervention, plus d'une fois, je voudrais répondre que nous avons attentivement suivi. C'est pourquoi je voudrais intervenir en ce moment. J'interviendrai sur le deuxième pilier, la stratégie de mise en œuvre de ce plan, combien magnifique. Et s'il est réalisé, le Congo jouera le rôle qui lui revient d'animateur en Afrique centrale, mais pourquoi pas dans l'Afrique, dans son ensemble. Je voudrais ici faire voir que vous aurez peut-être oublié, c'est ma question, nous avons une compte. L'année 2016 est une année de l'élection présidentielle pour justement obtenir l'alternance au sommet de l'État dans notre pays.
Bon, d'abord, je voudrais vous remercier. Ça montre très clairement que vous m'avez suivi parce que j'avais peur qu'après avoir parlé pendant autant de temps, j'avais peur que tout le monde se mette à dormir. Et je suis heureux que vous ayez vraiment suivi tout dans les détails. Ça montre bien l'intérêt que nous attachons tous donc, à la situation de notre pays. Bon, en ce qui concerne le réseau routier, j'ai eu l'occasion, non pas simplement d'avoir cette vision-là, mais de parler avec des gens qui sont spécialisés. J'ai visité le réseau routier au Texas. Ah bon, j'ai des photos, mais c'est très compliqué. Et j'ai découvert là-bas des routes qui sont très larges, mais construites de façon très solide, très dure. Pas des routes que nos amis chinois ont construites à Kinshasa et qui sont enlevées aussitôt qu'il y a la première pluie. Mais des routes très solides. Et j'ai rencontré l'entreprise qui a construit certaines de ces routes-là au Texas. Et je leur ai montré la carte telle qu'elle est, et je leur ai demandé, est-ce que nous pouvons réaliser ça en décrivant donc le sol congolais, la forêt, les eaux, et ainsi de suite. Ils m'ont dit, vous savez quoi, la RDC, c'est à peine comme 2 fois ou 3 fois le Texas. Et si on a un réseau routier qui couvre tous les États-Unis, ça, it's a piece of cake, c'est rien. Ça peut être réalisé très facilement. Et j'ai demandé, mais combien de temps pouvons-nous faire ça? Ils m'ont dit que c'est plus difficile de construire un réseau routier en enlevant les routes qui existent déjà comme au Texas, que d'aller dans un pays où il n'y a pas de route, où on doit faire le tout à partir de zéro. On peut aller beaucoup plus vite. Et ils m'ont dit qu'au Texas, le réseau routier a pris 7 ans pour détruire l'ancien et renouveler donc le tout. Et on m'a dit que pour un pays comme celui-là, en faisant donc un nouveau réseau routier à partir de zéro, si on a des moyens, on a des matières premières qu'il faut pour la construction des routes, tout ce réseau routier peut être réalisé en 7 ans. Donc c'est faisable. Si nous nous mettons et nous sommes sérieux, qu'il y a la stabilité politique, si on n'a pas, pendant que vous êtes en train de construire la route, il y a la rébellion qui commence à côté, les travailleurs sont obligés donc de fuir. Mais si on a donc ces préalables au développement, c'est faisable. Je ne dirais pas exactement dans 7 ans. Moi, je dirais pendant la période donc, de ce plan Marshall qui est de 15 ans, nous pouvons terminer sur les réseau routier. Maintenant, est-ce que les gens, les tireurs de ficelles, me laisseraient faire? J'ai eu l'occasion de parler avec ces tireurs de ficelles. Je ne sais pas si, pour ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez voir, même le français, j'ai publié donc les résumés du plan Marshall dans des journaux tels que la Libre Belgique, dans des magazines tels que Time Magazine, qui sont lus à travers le monde. Et j'ai fait des programmes donc à la radio, à la télévision, donc qui sont écoutés aux États-Unis un peu partout. Et j'étais surpris par la réceptivité aux idées que j'ai rencontrées, non pas simplement de la part des Congolais, mais de la part de ceux que vous appelez les tireurs de ficelles. Je vous informe que j'ai été invité à la Maison-Blanche pour aller expliquer ce plan Marshall, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et je leur ai expliqué dans les détails. Et j'ai démontré que pour construire ce réseau routier-là, qui va le faire? Je leur ai dit, les Congolais n'ont pas d'expertise. Ceux qui vont le faire, c'est vous, les Américains. C'est vous, nos amis belges. C'est vous, les Français. On va faire appel à vous pour venir nous aider à faire ça. Donc, on va créer des opportunités, non pas simplement pour les Congolais, mais pour vous. Vous savez que dans ces pays ici, les opportunités sont devenues très limitées. Mais si on a autant de travaux à faire, ben, les Belges seraient très contents de pouvoir nous aider à mettre en œuvre ce programme, parce qu'il y aurait des assistants techniques belges, des ingénieurs belges qui viendraient nous aider à réaliser donc cela. Donc tout le monde a intérêt à ce que ce programme soit mis en œuvre. Aux États-Unis, on m'a demandé d'aller rencontrer des entreprises privées américaines. J'ai rencontré des entreprises du groupe qu'on appelle le Corporate Transform Africa. C'est le groupe d'entreprises américaines qui font des affaires en Afrique. Et je représentais donc ça avec la stratégie d'industrialisation en leur expliquant c'est qu'ils pouvaient donc tirer donc de cela. Par exemple, les iPhones que nous avons, qui est fabriqué sur base donc du coltan. Je leur ai dit aujourd'hui, vous importez donc le iPhone que vous vendez à $700, $800, reviendrait peut-être si les produits au Congo, peut-être à $150. Et les Congolais gagnent, et le monde entier gagne parce que le monde pourrait acheter donc les iPhones à moindre coût que ce que nous dépensons aujourd'hui. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas un tireur de ficelle quelque part qui empêcherait aux Congolais de pouvoir mettre en œuvre cette stratégie.
Ce qui nous a manqué dans le passé, c'est quoi jusqu'à présent? Le manque de vision par nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons? Si une entreprise étrangère donc arrive, vous dit, bon, je vous donne des sous de la table, vous me donnez donc le contrat, j'expresse ce les minéraux, je les emporte donc chez moi, et nous acceptons ces dessous de la table. Bien sûr qu'ils vont trouver la voie de la facilité. Mais s'ils viennent comme au Nigeria, on trouve que pour extraire certaines matières premières là-bas, on vous dit qu'il y a une loi qui consiste à pouvoir amener les investisseurs étrangers à entrer en partenariat avec les locaux et qu'il y ait une certaine politique de transformation de certaines matières premières en produits finis ou semi-finis dans le pays. Bien sûr que ces investisseurs vont se conformer donc aux lois du pays. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait un tireur de ficelle qui nous empêcherait de mettre en œuvre donc cette politique-là. Merci. Alors, autre question de mon confrère Cheikh Fita. Alors, il disait, d'abord, votre plan, selon lui, tout n'est pas totalement neuf, bien que c'est votre plan Marshall, comme vous l'avez dit, c'est les autres qui ont mis votre nom, mais vous l'avez pensé, conçu par vous-même. Donc, il dit que quand il avait lu les discussions de la conférence nationale, on avait déjà présenté des plans aussi pertinents, aussi ambitieux pour le pays. Alors, il dit, pourquoi ces plans n'ont jamais été mis en œuvre? Pas ceux qui sont là, si cela n'est pas neuf. Et puis aussi, pour mettre ça en œuvre, vous devrez accéder au pouvoir. Alors il dit, comment allez-vous, quelle est votre stratégie de conquête du pouvoir? C'est vrai que les idées que nous présentons ici pourraient paraître pas neuves. Je ne dis pas que je suis en train donc de réinventer donc la roue, comme on dit. Ces idées peuvent être sorties déjà au niveau de la conférence nationale, mais je voudrais présenter donc la différence entre ce qui a été fait avant et ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Vous savez, chacun de nous a une spécialité. Nous avons des compatriotes qui sont très calés dans des domaines différents, qui ont participé à la conférence nationale. La différence entre les plans qu'ils ont préparés et ce plan ici, c'est que ce plan est préparé par un spécialiste de développement d'abord, qui a eu l'occasion de travailler sur 85 pays différents, qui a eu l'occasion d'aider des pays différents à concevoir leur propre stratégie de développement et à les mettre en œuvre et à voir les résultats. Je voudrais vous inviter à aller sur Internet, chercher évolution du PIB par habitant, comparaison des différents pays du monde et Index Mundo. Donc c'est la référence, Index Mundo. Vous allez voir un graphique qui montre donc l'évolution des PIB par habitant des différents pays et regardez les îles du Cap-Vert. J'ai aidé moi à concevoir la stratégie de développement du Cap-Vert, à mettre ça en œuvre. Quand j'ai commencé à travailler sur Cap-Vert, le PIB par habitant était de 170 $. 20 ans après de mise en œuvre de cette stratégie-là, le PIB par habitant est de 4 500 $. C'est un cas de succès. Et le Cap-Vert n'a pas beaucoup de ressources. Et je sais ce que nous avons fait au Cap-Vert. Nous pouvons réaliser 4-5 fois plus rapidement au Congo parce qu'on a plus de moyens, on a plus de dimensions, on a plus de ressources humaines, naturelles, et ainsi de suite. Donc, la différence entre ces plans, qui n'étaient pas négligeables déjà, parce que ça constitue une base, j'ai eu l'occasion de consulter certains de ces plans-là. Et ce que je suis en train de proposer, c'est que ce plan est préparé par un spécialiste de développement. Mais je voudrais vous dire aussi une particularité de ce plan ici. Après l'avoir conçu, moi-même, je me suis dit, personne de nous n'est parfait. Il faudrait le soumettre au peuple congolais. N'étant pas au pouvoir pour pouvoir mobiliser donc tout le monde, je me suis dit, je vais le présenter aux éléments de la diaspora, qui sont représentatifs suffisamment de la population congolaise. Vous vous rappelez que j'étais ici il y a 12 mois, j'ai présenté ça ici à Bruxelles, je suis allé à Liège, à Toronto au Canada, à Ottawa, à Dallas au Texas, en Caroline du Nord, j'étais donc à Raleigh, j'étais à Charlotte, j'ai réuni là-bas aussi les communautés de Greensboro, je suis allé à Tampa Bay, à Atlanta, et ainsi de suite. Et chaque fois que je présentais, mes compatriotes réagissaient en critiquant, en faisant des suggestions. Donc la version que vous voyez aujourd'hui, si vous regardez bien donc, ce qu'on avait fait il y a 1 an ici à Bruxelles, c'est une version beaucoup plus améliorée. Donc il y a ce que j'appelle l'appropriation nationale. Les Congolais ont conçu leur plan. Et un tel plan a beaucoup plus de chances de réussir que quelque chose donc, fabriqué dans un laboratoire donc, quelque part par quelqu'un. Je ne connais pas si les autres donc, au niveau de la conférence nationale avaient suivi donc, la même méthodologie. Mais je ne voudrais pas donc négliger le travail qui était fait avant. Tout ce que je peux dire, c'est que peut-être que j'ai actualisé et que celui-ci est beaucoup plus récent que ce qui était fait donc avant. Si nous sommes d'accord, mettons en œuvre ensemble pour que ce soit mis en œuvre, pour que ça puisse donc réussir. Maintenant,
Quelle stratégie pour arriver au pouvoir? Moi, c'est la question que j'allais vous poser, chef. J'allais vous demander qu'est-ce que vous me conseillez pour que nous puissions tous arriver au pouvoir. Bon, pour répondre sérieusement, je vais vous dire ceci. Vous savez, le pouvoir, ce n'est pas une affaire d'un individu. Vous pouvez être très intelligent, vous pouvez avoir toutes les forces, mais individuellement, qu'est-ce que je vaux? Je ne vaux pas grand-chose. Donc, je considère que si collectivement, nous décidons de pouvoir d'adopter ce plan pour qu'il devienne nôtre, nous devons ensemble définir comment aller pour arriver au pouvoir. Et il y a des partis politiques qui ont pigeon sur rue. Il y a des leaders qui sont incontestés dans notre communauté et qui ont donc une audience certaine. Je souhaiterais que nous puissions faire avec ces leaders-là équipe commune pour que nous puissions déterminer entre nous qui a le meilleur profil, par exemple, pour être le porte-étendard, pour que ce plan soit présenté à la population congolaise et que les gens puissent voter soit pour moi, soit pour certains de ces leaders-là, que quelqu'un d'autre donc soit en avant, mais que nous soyons donc tous dans une équipe qui permette donc de se faire élire et de mettre en œuvre donc ce plan. Voici donc la réponse que je peux donner là-dessus. Très bien, alors l'intervention de Mme Becker, qui était plus qu'une question, une intervention, elle disait il faut changer les mentalités, changer aussi de langage, voilà, ne pas avoir ce langage de domination en disant je veux prendre le pouvoir, mais plutôt je veux être président, donc plus un langage de service du peuple que de dire que mettre le peuple sous sa coupe. Et alors par rapport à ça, peut-être que vous avez une réaction. Et moi je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que quand vous avez souligné dans votre exposé l'idée de moralisation de la société, l'idée de changement, on le sait au Congo, il y a des très bons plans, on doit mettre en œuvre des plans très bien étudiés, très bien structurés de façon technique pour l'utilisation des ressources. Mais on sait aussi qu'il y a aussi une révolution culturelle et une révolution morale qui doit avoir lieu. Parce qu'aujourd'hui au Congo, comme on le voit, et vous l'avez cité d'ailleurs, dans l'enseignement, la façon dont les jeunes étudiants obtiennent leur diplôme, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a une crise morale. Alors quelles sont vos recettes pour cette crise morale? C'est une question extrêmement importante, madame, et je dirais que c'est l'une des préoccupations. Dans les défis de développement que j'avais indiqués, j'ai fini par dire la question de mentalité. La mentalité, le mental du Congolais doit être changé. Et moi, je considère que pour qu'on arrive à changer la mentalité, il faut que la population ou les jeunes qui grandissent voient des exemples concrets. Qu'ils suivent des exemples. C'est que moi, je vous dis, il faut que la jeunesse ou bien la population entière soit en mesure donc de regarder et de dire, mais c'est vrai, ils prêchent ça, mais ils pratiquent ça aussi. Et les gens vont suivre et vous leur expliquer la communication, ils vont comprendre. On va inclure cela donc dans les curricula au niveau donc des études primaires, secondaires, universitaires. Je souhaiterais que ce livre-là, si nous arrivons à l'adopter un jour, que ça soit enseigné donc dans les écoles, l'école secondaire, à l'université, que les gens étudient que, ah tiens, ça c'est une stratégie de développement. Je peux vous assurer, chef, par exemple, que quand j'écrivais ça, j'ai contacté des gens au Congo, je leur ai dit, s'il vous plaît, donnez-moi les résolutions de la conférence nationale. Donnez-moi le plan Mobutu. Donnez-moi le plan quinquennal et consorts. Devinez quoi? On ne peut pas trouver ce document-là. Je ne sais pas où ça se trouve. Et nous n'avons pas de bibliothèque. Je suis allé moi-même à l'université de Kinshasa. Dans la bibliothèque, on ne trouve pas ça. Comment voulez-vous alors que nous puissions garder la mémoire historique sur certains de ces éléments-là? Donc, moi, je souhaiterais qu'on puisse inclure certaines de ces choses-là dans les curricula pour l'enseignement au secondaire à l'université, mais qu'on puisse mettre en place un programme de moralisation de la société. Il faut que le Congolais sache qu'en réalité, la corruption n'est pas bonne. Et il faut qu'on explique pourquoi la corruption n'est pas bonne. Quand vous dites ça, théoriquement, et à la fin de la journée, la personne rentre chez lui, il n'a pas de moyens pour pouvoir manger. La première tentation qu'il a, on lui donne 50 $ pour donc donner la carte d'électeur à quelqu'un, il va le faire. Mais nous devons combiner. Ce n'est pas un effort qui va donner des résultats donc, du jour au lendemain. Mais nous devons inclure cela donc, dans un programme global de moralisation de la société. Ça prendra du temps. Mais on doit prêcher par l'exemple, et ainsi de suite. Oui, parce qu'à chaque nouveau président, il y a... On ne va pas relancer la discussion, madame. Je voudrais vous remercier beaucoup, Omer. Le dialogue, dès le départ, j'ai toujours considéré que c'est une vertu. Nous ne devons pas refuser de dialoguer par crainte que l'autre partie va nous truquer. Ben, nous sommes suffisamment intelligents aussi pour les truquer. Quand on va donc dans un dialogue, moi j'estime qu'on doit aller avec
une liste des choses que nous voulons réaliser et nous cherchons à convaincre l'autre partie. Et il y a des préalables donc à cela. J'ai toujours dit une chose, que quand on va dans un dialogue, ce n'est pas pour aller changer la Constitution. Ce n'est pas pour aller organiser le glissement. Et j'ai répété cette position quand j'ai rencontré le président de la CENI à Washington. Je lui ai dit, vous savez quoi? La Constitution, c'est ça la contrainte que nous avons. C'est ça la contrainte que vous avez. On vous a recruté pour faire le travail dans le cadre de cette contrainte-là. Donc maintenant, débrouillez-vous pour que toutes les étapes préparatoires à l'organisation des élections se terminent afin que nous ayons donc les élections à la date prévue et que l'alternance démocratique intervienne, c'est quand? Le 19 décembre, non? Le 19 décembre 2016. Alors, il m'avait expliqué donc à l'époque que non, le travail préparatoire, l'enrôlement des nouveaux majeurs, le nettoyage du fichier électoral en enlevant les décès, ça pourrait prendre donc 16 mois et après ça, on va définir la date. Je lui ai dit non, ça, ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez recruté pour faire ce travail-là. Je vais vous dire ceci. Si vous pouvez faire ce travail en 16 mois, avec 50 personnes, par exemple, allant d'une province donc à l'autre, organisez-vous pour multiplier le nombre donc, des gens qui vont travailler là-dessus par 5 ou même par 10. Nous avons tout plein de chômeurs. Mobilisez les étudiants de l'université, mettez-les donc sous les drapeaux pour faire ce travail-là simultanément dans toutes les provinces. Donc, le travail qui peut être fait en 16 mois peut être réduit à 2, 3, 4 mois pour que les élections aient lieu dans les délais constitutionnels et qu'on arrive à une alternance démocratique à la date que nous souhaitons qui est prévue par la Constitution. Donc, je suis favorable au dialogue, mais à condition qu'on respecte la Constitution et qu'on respecte les délais constitutionnels. Maintenant, en ce qui concerne l'interprétation de l'article 70 de la Constitution, j'ai toujours donné l'exemple des États-Unis où je reste. Aux États-Unis, les élections auront lieu en novembre. On proclame le nouveau président aussitôt, en novembre. Mais la tradition veut que la passation des pouvoirs s'organise au mois de janvier. Il est possible que le jour qui est prévu pour la passation des pouvoirs, à supposer qu'il y ait un storm, comment est-ce qu'on dit ça en français? Une tempête. À supposer qu'il y ait une tempête et que personne ne puisse être en mesure donc d'aller à la cérémonie donc de passation, on peut reporter cela peut-être donc d'une semaine ou de 2 jours, quelque chose comme ça. En attendant, quand on fait ce report-là, pour des raisons majeures, en attendant, donc on fait ce rapport, l'ancien président ou le président sortant reste en poste parce qu'on ne va pas créer donc un vide de pouvoir. Donc, je crois que mon interprétation de l'article 70 est que le président sortant a organisé avec la CENI ou ceux qui sont en charge de l'organisation des élections, ils ont organisé les élections, le nouveau président a été élu, mais la passation de pouvoir peut être retardée d'une journée, de 2 ou quelque chose comme ça, pour arriver à faire une passation non civilisée. En attendant que cela n'arrive, le président sortant reste en poste. Mais il n'est pas dit que vous devez être président, vous pouvez être président de la République, vous refusez de donner de l'argent à la CENI pour organiser des élections, vous empêchez que le travail qui doit être fait dans les délais soit fait correctement, et après vous dites non, on n'a pas pu organiser des élections, moi je vais rester jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président démocratiquement élu lorsque j'aurai la volonté d'organiser des élections. Ça ne se passe pas comme ça. Sinon, moi, quelqu'un peut arriver, il va rester dans son poste pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans, il ne va jamais organiser des élections parce qu'il a une incitation à ne pas donc organiser des élections. Donc ce n'est pas ça la compréhension que j'ai de cet article-là. Merci. Merci. Alors, juste pour compléter ça, pour que ça soit très clair, parce que c'est un débat assez actuel, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction quand vous dites que vous êtes à la fois pour le dialogue, parce qu'il faut dialoguer, si on est entre frères congolais, mais à la fois vous dites la barrière de la Constitution, si vous voulez, on ne doit pas violer la Constitution, ni la changer, mais le pouvoir actuel, pourquoi il appellerait au dialogue? Qu'est-ce qu'on va aller faire au dialogue? Si ce n'est pas pour essayer justement d'aménager le calendrier. Moi, ma compréhension est la suivante. D'abord, je considère que le dialogue doit être un processus permanent. Par exemple, on a eu des questions qui sont résolues jusqu'à présent et qui ont pu prendre naissance à partir des élections de 2011. N'oublions pas que jusqu'à présent, nous avons 2 présidents de la République en RDC. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est président de la République parce qu'il a l'effectivité du pouvoir. Et nous avons aussi M. Tshisekedi, qui est président élu et qui réclame jusqu'à présent l'impérium. Comment voulez-vous que nous puissions aller dans une nouvelle élection sans qu'on ait trouvé une issue à cette question-là? Moi, j'estime que ce serait important qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on en parle comme des gens responsables, quelle que soit la solution qui va
qu'on va trouver, et que les deux personnes, là, à la fin du processus, se serrent la main en disant « Nous mettons ça derrière nous, voici comment les choses vont se passer dans la vie. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut aussi trouver certains arrangements qui puissent permettre de baliser le terrain, pour que les élections aient lieu dans de bonnes conditions, pour qu'on ne puisse pas terminer encore, donc, ou bien arriver à cette année électorale-là, avoir l'élection, et nous aboutissons exactement à la même situation qu'en 2011, où il y aura encore donc 2-3 personnes qui réclament, qui disent qu'ils ont été élus, ainsi de suite. Quelles sont les règles que nous devons mettre en place? Moi, c'est ça ma compréhension. Donc, le dialogue ne veut pas dire négocier la Constitution. Nous devons partir dedans avec la compréhension claire qu'on ne touche pas à la Constitution, qu'on respecte les délais constitutionnels, mais toutes les autres questions qui puissent permettre de baliser le terrain, on peut en discuter. C'est ça ma compréhension. D'accord, c'est clair. Maître Boukassa, je pense que vous avez la parole. Je m'a tapé à l'œil, vous excuserez mon français parce que je vis dans un côté néerlandophone du pays. À 2 reprises, j'ai été candidate aux élections communales de chez moi, de la ville où je vis, et c'était pour le vert. Donc j'ai été poussée là-dedans aux yeux fermés, j'y croyais pas trop. Mais après ça, j'ai commencé à regarder, à observer un peu partout, et l'écologie, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Et ce que je vois maintenant à Kinshasa, hein, vous allez amener des investisseurs, il y a des investisseurs qui arrivent et tout. Dans le temps où on était enfant, il n'y avait pas de bouteilles en plastique, il n'y avait pas de sachets comme maintenant et tout. Et l'écologie maintenant, donc on parle de l'économie, on parle de ceci et de cela, de la santé, mais l'écologie dans tout ça. J'ai entendu un ami flamand qui me disait que comment on dit ça, il y a une perturbation climatique à cause du déboisement qui s'est fait maintenant au Congo. Donc maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Parce qu'il y a, on parle de l'économie, on parle de manger, on parle de ceci et de cela, mais l'écologie dans tout ça. Parce que je viens de rentrer là, on pouvait même, dans la rue où j'étais, j'ai publié ça sur Facebook, on pouvait même circuler en pirogue. Hein, donc c'était Venise, on était dans Venise, on n'était plus à Kinshasa. Donc comment on peut remédier à ça? Répondre à la question, non. C'est des questions auxquelles j'aime bien répondre. Parce que partout nous allons, non pas seulement sur la RDC, je suis confronté donc à ça. Bien que, en tant que fonctionnaire international à la Banque mondiale actuellement, je peux dire que tout ce que je dis n'engage que moi-même, n'engage pas l'institution. C'est toujours la réserve que je dois mettre. Cela étant, ça fait 25 ans que je suis à la Banque mondiale. Et comme je vous ai dit, j'ai travaillé sur à peu près 25 pays différents. Et ce qui est curieux, c'est que la Banque mondiale ne m'a jamais, pendant toutes mes années là-bas, de profession là-bas, la Banque mondiale ne m'a jamais dit allez là-bas et faites du mal à ce pays-là. Ça ne m'a jamais dit ça. Et je n'ai jamais assisté à une réunion pour comploter contre le pays. Ça, non. Par contre, dans tous les pays où je suis allé, j'ai trouvé qu'il y avait des attitudes différentes de ces pays réceptifs-là, des pays qu'on va pour aider. J'ai trouvé des attitudes différentes à l'égard de la Banque mondiale. Il y a des pays qui sont réceptifs et des pays qui prennent des précautions pour que quand on conçoit un programme avec l'assistance de la Banque mondiale, c'est un programme dans lequel le pays croit. Les habitants ou le leadership du pays, ils croient sincèrement que c'est un programme qui va faire la différence. Et j'ai vu aussi des pays qui, vous allez là-bas pour leur demander qu'est-ce que vous voulez, en réalité, ils vous regardent bouche bée, ils attendent que toutes les recettes viennent de la Banque mondiale. Et ce genre de pays-là, je vous invite à aller voir les îles du Cap-Vert. Je vous invite à aller voir les Nigérians. Je vous invite à aller voir les Ghanéens ou les gens du Botswana. Vous trouverez que quand vous arrivez au Cap-Vert, le gouvernement sait que vous venez, par exemple, pour venir préparer le programme de réforme du secteur financier, du développement du secteur privé. Quand vous arrivez, ils ont préparé le programme eux-mêmes. Et ils prennent et vous disent, voici notre programme. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans. Et vous vous battez pour pouvoir les aider à améliorer le programme qu'ils ont eux-mêmes conçu. Et vous savez l'avantage de ça, c'est ça qu'on appelle l'appropriation. Quand quelqu'un a conçu quelque chose qui lui appartient, il sait comment mettre en œuvre cette chose-là. Et il va mettre cela en œuvre en mobilisant l'appui des bailleurs de fonds. L'appui des bailleurs de fonds, il inclut la Banque mondiale, il inclut tous les autres bailleurs de fonds. Et quand on n'était pas d'accord avec le gouvernement du Cap-Vert, j'ai vu, moi, un crédit qui a été annulé à la demande du gouvernement du Cap-Vert. Vous nous avez accordé un crédit tel pour faire telle activité. Non. Nous pensons, nous, que cette activité-là, ça ne va pas résoudre le problème.
garder, annuler votre crédit ou réallouer l'argent à ceci que nous croyons est beaucoup plus utile pour nous. C'est ça que j'appelle l'appropriation. Conséquence, les îles du Cap-Vert, je vous ai dit que le PIB par habitant, je l'ai vu augmenter comme ça au jour le jour. Aller de 170 $ il y a 20 ans à 4500 $ aujourd'hui. C'est aujourd'hui un pays à revenu intermédiaire, tandis que la RDC est classée quoi? Nous sommes le pays le plus pauvre du monde. Donc, au lieu de blâmer la Banque mondiale, moi j'ai appris à relativiser les choses. Le problème ne se trouve pas à Washington. Le problème se trouve chez nous. On ait d'abord un bon leadership, on ait d'abord donc l'appropriation et qu'on mobilise les hommes qu'il faut et les femmes qu'il faut, qu'on les mette à la place qu'il faut. Ces gens-là, ils sauront comment tirer la couverture du côté congolais plutôt que la couverture donc aille du côté de Washington. C'est la raison pour laquelle j'ai élaboré ça. Et ça, là, je vous le dis, personne ne m'a dit de le faire. Personne. La Banque mondiale n'est pas derrière ça. J'ai rédigé ça, je les ai mis devant un fait accompli. En leur disant, vous savez quoi? Voici ce que j'ai rédigé, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous avez, comme je vous consulte aussi, dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose où je suis complètement donc à côté? Et donnez-moi donc, il y a des amis qui ont fait des suggestions. Et j'ai incorporé ça. Mais personne ne m'a dit, bon, ce livre-là, vous n'allez pas le publier parce que ça renferme des choses qui sont contraires donc à la politique. Non, ce n'est pas ça. Donc l'appropriation, c'est le critère numéro 1 pour le succès donc, de tout programme. Maintenant, je ne crois pas dans ces histoires-là de complot contre les Noirs. Non, je vous dis que quand je suis parti dans des pays comme le Sénégal, lisez, quand vous allez voir ce livre-là, lisez le premier paragraphe écrit par le président Abdou Diouf. Il témoigne de ce que moi j'ai fait avec le gouvernement du Sénégal. Quand je suis arrivé là-bas, le Sénégal ne payait pas ses dettes vis-à-vis des créanciers commerciaux et bancaires extérieurs. Ils étaient en cessation de paiement complètement. Ils étaient littéralement exclus de la communauté financière internationale. Et il fallait trouver donc des voies et moyens pour arriver à régler ce problème-là sans entamer la crédibilité du pays, sans pouvoir les froisser. Alors, ce que nous, on avait proposé, l'équipe que moi j'ai dirigée, qu'on avait proposé, c'était de racheter la dette sur le marché secondaire, moyennant une grosse décote. Et nous voulions acheter la dette, pas nous, nous avions mobilisé de l'argent, mais on a pris donc des banquiers d'investissement qui allaient proposer donc aux créanciers de pouvoir acheter donc la dette à 16% de la valeur faciale du principal, en éliminant tous les intérêts arriérés, en éliminant aussi les 84% du principal. Donc, pour les Sénégalais, ils se disaient, mais non, les gens vont se moquer de nous, ils vont dire, mais votre dette ne vaut que 16% de sa valeur. Et d'ailleurs, quand on incluait et les intérêts arriérés, plus le principal qu'on allait effacer, la vraie valeur du prix qu'on payait était donc d'à peu près 5%. Donc, pour un pays, c'est comme si vous avez une maison, vous croyez que ça vaut 1 million donc, de dollars, mais on vient vous proposer l'acheteur, donc vous dit non, on va vous payer simplement donc 50 000 $. Alors, il n'était pas dans un état psychologique pour accepter cela. Après avoir travaillé avec le ministre des Finances, qui m'a amené voir le Premier ministre, qui a compris, mais il y avait aussi donc des considérations politiques. Il fallait que quelqu'un puisse donner ce message-là au chef de l'État sans que ce soit donc les membres du gouvernement qui pouvaient se faire révoquer donc à cause de certaines considérations. Sexualité. Donc on a fait rendez-vous, c'est comme ça que j'ai rencontré le président Abdou Diouf pour la première fois. Quand j'arrive, on m'a juste présenté, bon, expliquez-nous donc ce que vous voulez faire. Et je lui ai expliqué donc du début à la fin. Et je lui ai dit que si on arrive à faire cette opération, vous dites que votre crédibilité va être entamée. Monsieur le Président, je voudrais vous dire que votre crédibilité est déjà entamée. Parce que vous ne remboursez pas vos dettes. Vous n'allez pas avoir, votre crédibilité ne va pas être plus entamée quand on veut nettoyer donc l'ardoise, alors que vous ne remboursez pas déjà donc les dettes. Donc faisons un traitement de choc. On élimine la dette en une seule fois et vous recommencez à rétablir votre crédibilité progressivement. Il a compris, avec des réserves, on a fait l'opération, on a acheté toute la dette extérieure, on a éliminé tout l'endettement extérieur donc, du Sénégal, et je leur ai dit qu'une fois que vous avez fait, mettez maintenant en œuvre un programme rigoureux de réformes économiques. Au bout d'un an, demandez la cotation des agences de notation telles que Standard & Poor's, S&P, donc Fitch, Moody's, et on va vous donner une note qui n'est pas très bien la première année. Mais travaillez encore davantage pour que la deuxième année, vous ayez une autre note
qui montrent que vous vous êtes amélioré. La 3e année, la 4e, la 5e, en ce moment-là, vous allez rétablir votre crédibilité et vous pourrez, une fois que vous avez rétabli la crédibilité, émettre des emprunts obligataires pour que vous puissiez lever des ressources sur le marché, utiliser ces ressources-là pour bâtir certaines infrastructures telles que la construction d'aéroports, telles que la construction des autoroutes, utilisant donc le système des péages. Comme ça, les gens payent, vous prenez cet argent, vous mettez dans des comptes escrocs et vous utilisez l'argent pour rembourser la dette. C'est ainsi que vous allez au Sénégal aujourd'hui. Vous trouvez, ils ont un aéroport qui n'a rien de comparaison. On ne peut pas comparer à l'aéroport d'Indili. Vous arrivez au Sénégal, vous trouvez qu'ils ont des autoroutes avec au péage modernes, qui n'ont rien à voir avec les routes que nous avons. Donc, moi, je peux vous dire que la Banque mondiale ne m'a jamais dit allez faire du mal donc au pays. Et par conséquent, ça dépend donc de ce que les pays même demandent, les dirigeants du pays. C'est pour cela qu'il nous faut combattre le tribalisme, le provincialisme. Je connais ce qui se passe chez nous. Au lieu de prendre l'homme le plus compétent, le mettre là-bas parce qu'il connaît bien la Banque mondiale, il connaît bien le Fonds monétaire, il connaît bien les bailleurs de fonds. Et ce que nous faisons chez nous, bon, on va prendre un cousin parce qu'il est originaire de ma province ou bien de mon village, on va le mettre dans une position où il doit négocier avec des gens qui sont 10 fois, 20 fois plus expérimentés que lui. Alors, en conséquence, il ne va pas tirer les dividendes qu'il faut pour la RDC. Si nous mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, nous sommes 80 millions d'habitants. On peut trouver toutes les expertises à l'intérieur de ces 80 millions. Et ces gens-là vont tirer les dividendes qu'il faut au profit donc, du pays. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par là, mais moi je crois que nous avons opté pour un système démocratique. Et les universitaires font partie de la société, les gens qui ne sont pas universitaires font partie de la société. Ce qu'il nous faut, c'est faire communiquer ou communiquer avec toute la population de façon telle que tout le monde, dans son coin précis, puisse comprendre le message qu'il faut et qu'il fasse des choix en fonction donc, des programmes que les gens présentent. Alors, des gens me disent souvent que les universitaires sont à la base donc, des problèmes congolais. Moi, je dirais, vous avez raison, mais en partie, ce n'est pas totalement ça. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le vrai pouvoir au Congo s'organise à partir du sommet. Quand vous avez donc quelqu'un à ce niveau-là qui est capable d'expliquer à ces universitaires, je vous dis que moi, si j'ai l'occasion de mettre en place une équipe, vous allez me juger. Je prendrai le meilleur Congolais dans chacun des domaines. Et je vous dirais même que s'il faut supprimer vos histoires, donc des noms originaires de telle localité, et ainsi de suite, là, je le ferai, je vous donnerai des numéros matricules, comme ça on ne va pas identifier d'où vient telle personne. Mais je prendrai la meilleure personne possible dans chacun des domaines. Et à ce moment-là, avec des objectifs bien précis, on doit mettre en œuvre donc ce plan. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est quoi? Qu'on le mette en œuvre, que ça réussisse, et que le peuple congolais, les objectifs qu'on s'est assignés à travers le plan, puissent réussir. C'est ça. Donc maintenant, les nuances entre le pouvoir coutumier, le pouvoir, c'est trop compliqué pour moi, je vais dire ça. Vous en parlerez en aparté. Voilà. Une chose est certaine, je pense, et Maître ne contredire pas, c'est pas ce que vous voulez dire, mais certaines personnes parfois disent, est-ce que la culture africaine n'est pas rétive à la démocratie, n'est pas rétive au développement? Je pense que les exemples que le docteur Tchani a cités, et même mon expérience aussi personnelle, quand d'autres pays africains, qui ne sont pas moins africains que nous, font des progrès et réussissent, ça prouve que on peut être africain et vraiment africain, je veux dire vivre dans son village, mais accepter le développement. Je veux dire, la logique du développement, c'est une logique, je veux dire, presque mathématique. On investit bien, on gère bien les deniers publics, et ça profite à tout le monde. Donc il ne faut pas qu'on nous dise que non, c'est la coutume qui fait qu'on doit voler, on doit prendre dans les caisses de l'État. C'est complètement faux, ça. Bon, on continue donc. Monsieur Jean, lui, qui disait, lui, il est prêt. Il veut s'engager demain, aujourd'hui même. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Bon, c'est une très bonne question. Et moi, je pense qu'à la sortie, il y aura des listes à ceux qui souhaiteraient donc que nous puissions garder contact et qui voudraient donc s'impliquer dans ce que nous sommes en train de faire, pourraient donner donc leur nom, numéro de téléphone, adresse email, comme ça on saura comment vous... Moi, je souhaiterais que les gens s'organisent. Ici, on peut mettre en place, partout où nous sommes passés, en Caroline du Nord, dans d'autres communautés, on a dû mettre en place donc, un comité de soutien donc, à la paix, la mise en œuvre donc, de ce plan-là. Il y a une délicatesse. En tant que fonctionnaire international, je ne suis pas autorisé à faire partie officiellement donc, des partis politiques ou à créer des partis politiques. Mais pour cela, nous avons créé une structure, une plateforme qu'on appelle Mouvement pour le changement, qui n'est pas un parti politique en réalité, Mouvement pour le changement, qui prône donc les idées qu'on a défendues donc, ici. C'est une plateforme qui a pour ambition de pouvoir regrouper les partis politiques.
regrouper, je souhaiterais bien prendre les grands partis politiques congolais qui fassent partie de cette plateforme-là et qu'on détermine à l'intérieur des plateformes, des mécanismes pour déterminer qui va représenter la plateforme au niveau des élections présidentielles, législatives, et ainsi de suite. Là. Donc si ça vous intéresse, je souhaiterais que vous puissiez donner votre nom. La liste donc, va être disponible donc, à la fin de la conférence et donner donc des références pour qu'on puisse donc savoir comment vous contacter. Et on va mettre en place une structure d'appui ici donc en Belgique, aussi dans d'autres pays donc, européens comme on l'a fait donc, aux États-Unis. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Très bien, mais ça complète justement la question de M. Aimé, je pense, qui disait, dans l'hypothèse que les élections, et selon lui, c'était presque une conviction qu'il n'y ait pas la possibilité d'organiser l'élection en 2016, il y a un champ politique qui est là, avec des rapports de force, qu'il a bien rappelé, opposition, majorité. Il veut savoir où vous vous situez, et alors je poserai aussi la question autrement, avec quelle force derrière vous? Comme disait la célèbre phrase de Lénine, le Vatican, combien de divisions? C'est-à-dire, Noël Tchani, combien de divisions? Et ça va aussi dans... Je vous trouve assez timide, docteur, je peux vous dire, dans la réponse que vous venez de donner à Aimé, vous dites un mouvement, un truc, mais quand on lit votre livre, et quand vous terminez ici en disant, moi, vous le faites sur la première personne, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, donc ça veut dire que c'est aussi une ambition personnelle. Vous avez l'ambition d'être président du Congo, ambition tout à fait légitime, la même pour chaque citoyen. Mais avec quels moyens allez-vous mettre en œuvre cette ambition? Bon, c'est une question très claire, très directe, très directe. Moi, je crois ceci. Je crois que, vous savez, quand on a commencé l'idée de ce plan Marshall, je peux vous dire qu'on venait donc dans une salle, il y avait 5-6 personnes qui venaient pour nous écouter. On a fait le tour et le message a commencé à circuler. Maintenant, quand on va quelque part, les salles sont toujours pleines. Avec quels moyens? Je dirais avec vous, le peuple congolais. Je souhaiterais qu'on mobilise les gens aux idées qui sont ici. Nous sommes habitués au Congo à voter des individus parce qu'on les connaît ou parce que ceci, cela. Mais on ne tient pas compte donc, de la vision de développement que chacun de ces individus donc, apporte. Si vous adhérez à cette vision, naturellement, on arrivera donc à un point où on va se déclarer en disant clairement, voici ce que je veux. Lisez entre les lignes. Je suis à la Banque mondiale, il y a des choses que je peux annoncer et des choses que je ne peux pas annoncer aujourd'hui. Et si j'ai à les annoncer, ce ne sera pas à partir de Bruxelles. Je le ferai à partir de la République démocratique du Congo. Mais nous sommes sur cette voie-là et vous allez le savoir très bientôt, une fois qu'on connaît le calendrier électoral. Et que les gens seront donc en ce moment-là dans le timetable pour dire j'annonce une candidature ici, voici donc les étapes donc à venir. Vous le saurez certainement.